Marine Le Pen à Méline Montchalin, comme je l'avais dit l'année dernière à Laurent Saint-Martin quand il était ministre des Comptes. Je lui avais dit, mais il y a une forme de morale à ce que les macronistes commencent à éponger la dette qu'ils ont laissée à la France, mais ils ne le font pas. En fait, le problème, c'est que la situation qui se produira dans un an sera pire que celle aujourd'hui, car les mesures qu'ils prennent vont attenter à l'économie, vont encore produire de la peur chez les entrepreneurs, chez les retraités, chez les consommateurs, va accélérer la déconsommation, va sans doute, c'est quand même un niveau de licence 1 d'économie, aggraver la tendance à la surépargne de ceux qui le peuvent parce qu'ils ont peur de la matraque fiscale. Bref, on n'envoie pas les signaux aux acteurs économiques et aux consommateurs qu'il faut. Quels sont les signaux que vous pourriez envoyer auprès des chefs d'entreprise? Parce qu'on a du mal à comprendre quel pourrait être votre modèle économique qui permettrait justement de restaurer la croissance et sans passer par une méthode keynésienne classique, puisqu'on n'en a pas les sûrement moyens. pas. De toute façon, la méthode keynésienne, moi je pense que le néo-keynésianisme en économie ouverte a été une erreur monumentale. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit aux chefs d'entreprise si par ailleurs vous n'irez pas vers une politique de l'offre qui a quand même été la clé de voûte de la politique? Votre réponse est dans un instant. Nous partons à Toulouse rejoindre le docteur Marty qui nous attend. Il faut massivement déréglementer, dénormaliser. Déréglementer. Ah oui, massivement. Concurrence. Ah mais privatiser. Massivement. Vous voulez privatiser? Mettre une vraie concurrence. Privatiser par exemple des services publics? Ça dépend dans quel secteur, mais on manque de concurrence dans notre pays, ça c'est vrai. Avec un renforcement de l'autorité de concurrence avec des amendes beaucoup plus fortes. Mais les monopoles naturels, ils sont plutôt plus efficaces en monopole naturel. C'est une partie de la solution. Il faut une politique de désinflation du coût de l'énergie, qui aujourd'hui est un problème fondamental pour... Mais oui, mais là, écoutez, on a eu M. Retailleau qui nous dit on veut supprimer les subventions aux énergies renouvelables semaine A, dans l'excellent journal de M. Tabar, et en semaine 2, les sénateurs qui sont censés obéir à M. Retailleau ont même pas mis un amendement pour supprimer ces subventions. Et vous savez que c'est vrai. Jérôme Marty nous a rejoint. Vous êtes médecin généraliste à Fronton, près de Toulouse. Bonsoir, vous êtes également président de l'Union française pour une médecine libre. Vous dites que ce plan Bayrou, c'est la double peine. Pourquoi la double peine? C'est la double peine, c'est la triple, quadruple, quintuple peine pour les patients. C'est une réforme qui s'annonce, qui s'attaque aux fragiles, qui s'attaque aux patients, qui parle de responsabiliser les malades. Ce qui n'est pas la moindre des horreurs, quoi. Qu'on dise il faut responsabiliser les Français, on n'a pas de problème avec ça. Mais dire il faut responsabiliser les malades, les patients, que je sache, on ne choisit pas d'être malade. À partir de là, quand la maladie vous frappe, vous êtes devenu fragile et vous devez être aidé par la nation. Et là, on dit, on responsabilise les patients et en quelque sorte, on les rend coupables de leur maladie. C'est pour ça que je parle de double peine. Ils sont à la fois malades, c'est la première peine, et ensuite ils vont être cotisants à l'assurance maladie pour être moins bien remboursés, deuxième peine, ils vont devoir prendre une complémentaire, troisième peine, peut-être une surcomplémentaire, quatrième peine, et payer un reste à charge, cinquième peine, dans un système qu'on ose encore appeler solidaire, quoi. Ça veut dire que d'une certaine façon, en ligne de mire, il y a l'assurance maladie, c'est ça qu'il faut lire au loin? Oui, tout ce que nous a dit le Premier ministre, c'est une attaque historique contre le système solidaire et contre l'assurance maladie. Je veux dire, quand on nous dit, par exemple, qu'un arrêt maladie supérieur à 18 mois sur 2 n'a pas lieu d'être. Enfin, je suis désolé, mais je ne connais pas un seul patient en arrêt depuis plus de 18 mois qui n'ait pas vu un médecin conseil. Ça veut dire que quand le Premier ministre dit ça, il s'attaque à l'assurance maladie en disant « vous faites mal votre boulot ». Or, j'ai la faiblesse de croire que l'assurance maladie fait bien son boulot. Donc, ils sont dans l'erreur, ils sont en train de cibler les soignants, de cibler les patients, de cibler les plus fragiles d'entre nous. Et ça ne peut pas aller, quoi. Tout ça pour éviter de s'attaquer au financement de l'assurance maladie, qui est le seul moyen de s'en sortir aujourd'hui, mais qu'ils ne veulent pas faire. Guillaume Tabar. Vous considérez donc qu'il n'y a strictement aucun abus en matière de vente de médicaments, en matière de prescription. L'exemple que citait François Bayrou sur les affections de longue durée pour des personnes qui effectivement, par chance, ont été guéries et sont sorties et ne devraient plus en bénéficier. Une fois encore, ces prescriptions de médicaments, on en est tous témoins d'ordonnances où on se retrouve avec des boîtes entières de médicaments dont les 2 tiers finissent ensuite à la poubelle parce qu'ils ne sont pas utilisés. Vous estimez que ça, il n'y a aucun abus et que ce qui met en péril la sécurité sociale et donc la solidarité nationale, c'est pas aussi cela? Ou le transport médical, faut dire qui relève de prescriptions données par des médecins pour que un certain nombre de trajets soient faits en taxi là où tous pourraient ne pas l'être. Vous estimez qu'il n'y a absolument rien à corriger, aucun effort de gestion à faire en la matière?
Quand on parle d'affection de longue durée, de quoi on parle? On parle de diabète, on parle d'insuffisance respiratoire, on parle d'insuffisants rénaux, on parle de maladies d'Alzheimer, on parle de maladies qui ne sont pas des maladies dont on guérit, contrairement à ce que vous venez de dire. On peut s'améliorer, mais malheureusement, on n'en guérit pas. Et c'est pour ça qu'on parle d'affection de longue durée. Ce que nous dit le gouvernement, c'est que dans certains cas où effectivement on est un peu mieux dans sa maladie, on pourrait ne plus être remboursé à 100% par l'assurance maladie, ce qui veut dire que l'assurance complémentaire prendrait le relais et que donc d'un système égalitaire, on passe à un système inégalitaire. Il faut bien le comprendre. Ensuite, quand vous me parlez de transport, quand vous me parlez de médicaments, on se situe à la marge, monsieur. Ça peut exister, mais c'est comme les poissons volants. Ça existe, mais ce n'est pas la loi du genre. À partir de là, ça veut dire que si on veut se sortir d'une sécu qui est en déficit chronique de plusieurs milliards, on ne pourra pas s'en sortir par la marge. Il faut s'attaquer aux vraies problématiques. Et les vraies problématiques, c'est le financement qui est le même qu'en 1947. Et la société a changé, voyez-vous, depuis. Donc il faut certainement repenser le financement avant de taper sur les malades et sur les soignants. Jean-Philippe Tanguy, vous comprenez la colère de ce médecin, des médecins en général? Mais en fait, là où je pense monsieur pointe un phénomène très grave qu'il faut dénoncer, c'est la déresponsabilisation du gouvernement sur les acteurs de terrain et sur les Français. Aujourd'hui, les comptes de la sécurité sociale sont un magma illisible et incompréhensible, tant et si bien que la Cour des comptes soit ne valide plus les comptes de certaines branches, ne les certifie plus, soit met des réserves tellement énormes qu'elles ne devraient pas être certifiées. Et avec ma collègue Joëlle Melin et d'autres députés, nous travaillons sérieusement sur les comptes et je pense que les Français ne réalisent pas à quel point ces comptes sont dans un désordre très important. Et non, malheureusement, les caisses ne font pas leur travail aujourd'hui. Il n'y a pas de traçabilité, il y a une désorganisation, une lourdeur dans l'hôpital, au mépris des soignants. Et ça fait quand même depuis les 35 heures de Martine Aubry qu'on a transféré aussi un certain nombre de fausses idées sur le mal-être des soignants, une qualité de l'hôpital qui est dégradée non pas à cause des soignants mais de sa désorganisation, de réformes qui ont été mal conçues sur la tarification, sur l'organisation de l'hôpital et puis, faut-il le dire, sur l'accueil d'une population immigrée totalement incontrôlée qui fait que la médecine française est complètement débordée parce qu'à partir du moment où vous avez 500 000 personnes qui arrivent par an, qui n'ont pas forcément accès à la médecine libérale et qui donc se déversent sur l'hôpital avec toute la misère du monde, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On parle toujours de l'AME, mais il n'y a pas seulement l'AME, il y a aussi les visas pour soins. Il fut un temps, on avait des reportages à la télé, on voyait des Britanniques, des Américains qui venaient sur le sol, qui se faisaient soigner gratos et qui repartaient avec une facture réduite ou pas de facture du tout. Donc la France ne peut plus se permettre de se comporter. Moi, vous savez, aujourd'hui, en fait, M. Bayrou, hier, il m'a fait penser à ces vieux aristocrates dans des manoirs tout pourris, avec le toit qui fuit, et qui croient encore qu'ils sont très riches et qui peuvent rincer tout le village. Non, on ne peut plus rincer le village, et il faut réorganiser les soins. Juste une question, M. Tanguy. Le Premier ministre a expliqué que la protection sociale ne pouvait plus reposer uniquement sur le travail. Sous-entendu, on a vu le spectre de la TVA sociale refaire surface, et on n'est pas à l'abri qu'il fasse à nouveau surface dans le projet de loi de finances. Est-ce que vous êtes pour ou contre la TVA sociale? Mais on est complètement contre la TVA sociale. La TVA sociale, c'est l'impôt le plus injuste. Ça va accélérer la déconsommation. Ça va encore frapper les classes moyennes et les classes populaires. Ce qu'on appelle l'effort fiscal, c'est-à-dire la part de vos revenus que vous devez payer pour contribuer à la TVA, est 2 à 3 fois plus importante pour les classes populaires et moyennes que pour les plus privilégiés. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Voilà, il faut arrêter avec ces fausses bonnes idées qui ne fonctionnent pas. Les impôts indirects en France, si on ajoute la TVA avec les taxes sur l'énergie, sont plus importants que dans le reste de l'Europe, contrairement à ce que j'ai lu ici ou là. Et la France ne peut plus, on est étouffé par ces taxes. Il faut faire des économies, et des vraies économies, pas la comptabilité de Bercy à la con. On compte des économies qui ne sont pas des économies de l'État, qui sont encore des efforts qu'on demande aux Français. La suppression des aides aux entreprises, on a appris récemment qu'il y avait 211 milliards qui étaient distribués chaque année aux entreprises. Oui, donc 43 milliards, on ne sait absolument pas ce que ça fait. Mais vous avez tout à fait raison. Le bilan de cette commission... Parce que tout le monde caricature, parce qu'il y a un sénateur communiste dedans, monsieur. C'est pas parce qu'il y a aussi un sénateur de droite, c'est parce qu'il y a un sénateur communiste que c'est pas intéressant. Mais qu'est-ce qu'on apprend avant tout là-dedans? C'est que l'État ne sait même pas le montant de ces aides, et on n'avait même pas un tableur Excel qui recensait les aides pour savoir où on en était. Il n'y a pas un fonctionnaire de Bercy auditionné dans ces différents mois de commission qui a été capable de faire le montant des aides de l'État. Ça revient exactement à ce que je disais en introduction. Et c'est le premier poste budgétaire. Ou sur la dépense sociale. Cet État obèse est ingouverné et n'est plus gouvernable si on ne fait pas de réforme. On ne sait plus où on en est. C'est illisible. On a des hauts fonctionnaires qui sont incapables de nous répondre sur la transparence. Alors, en tout cas, on avait 60 milliards d'erreurs l'année dernière sur les estimations. Je veux dire, l'État français, qui a été très respectable et respecté pendant des siècles, n'est aujourd'hui que l'ombre de lui-même. C'est cette espèce de cloaque ingérée
et qui devient vraiment inquiétant. Parce que le problème de la Grèce, c'est pas l'état de l'économie française, ça c'est pour faire peur aux gens. Mais la France se différencie des pays du Sud avec, comment dire, une confiance dans notre capacité d'administration à prévoir les dépenses et à prévoir les recettes. Aujourd'hui, cet outil, il est cassé. Ce qui fait, je reviens à ce que disait M. Sylvestre sur les marchés. Aujourd'hui, les marchés internationaux pourraient ne plus avoir confiance dans la capacité de l'État français à dire exactement où il en est et où il va et à lever des impôts tel qu'il est prévu dans la réalité, pas dans les fantasmes de quelques cabinets ici ou là. En tout cas, on a bien compris que vous n'alliez pas soutenir dans les prochaines semaines François Bayrou. Il y a un homme qui le soutient ce soir, c'est depuis les Pyrénées le chef de l'État qui soutient François Bayrou et qui lance même et qui lance un appel. Écoutez. Et moi, ce que j'attends de toutes les forces politiques, c'est qu'elles proposent d'autres idées. Nous sommes un des pays qui a le plus de dépenses publiques en Europe, et le pays qui taxe le plus de l'OCDE. Et donc, si d'autres ont des idées plus intelligentes pour accroître l'activité et pour baisser les économies, le Premier ministre, il les recevra. Voilà. Le Premier ministre a eu raison d'avoir une stratégie claire et de donner le cap pour l'exercice budgétaire et surtout, au-delà de ça, les transformations, parce que le pays a besoin de continuer à se réformer. Sur la situation qui est celle du pays, et elle impose une action courageuse. Bon, s'il y a des solutions, vous les proposez à François Bayrou. Vous avez entendu le message. On a proposé plein de solutions. Mais lesquelles, par exemple? On a beaucoup parlé, mais là, franchement, on ne croit pas que M. Macron il pourrait avoir un peu de modestie et d'humilité. Non, mais franchement, 1300 milliards d'euros de dette, c'est soi-disant le Mozart de la finance en requiem total, là. Donc c'est quand même incroyable. C'est-à-dire de ne même pas avoir l'humilité. Excusez-moi, je ne vais pas le dire d'austère parce que je ne veux pas mal parler du président de la République, j'ai un peu de respect pour la fonction. Mais là, est-ce qu'il a du respect pour les Français? Je ne crois pas. Quand on a un tel bilan économique et financier, arriver sur, commencer encore à donner les bons et les mauvais points aux partis d'opposition. Mais vous répondez sur le bilan de Macron. Vous avez fait plein des propositions. Par exemple, allez-y, quelles propositions concrètement? 15 milliards sur l'immigration. Ouais. Je vous ai dit qu'on peut... Non, ça, c'est un chiffre, c'est pas une proposition. C'est un chiffre. C'est la priorisation et le fait qu'on demande 5 ans de cotisation aux immigrés sur les contributions, sur les droits contributifs et la priorisation sur le logement, sur les services publics, ça rapporterait encore plusieurs milliards d'euros. Je veux dire, ce poids sur la société française de l'immigration, c'est le grand tabou et il n'y a que le Rassemblement national qui a le courage d'y affronter. J'ai parlé de la déréglementation, de la dénormalisation. On veut supprimer 2 échelons administratifs, les intercommunalités et les régions et toutes les normes et encore le poids qui va avec, la renégociation de la contribution à l'Union européenne, faire le ménage dans les 30 milliards gâchés dans la formation professionnelle qui ne fonctionne pas, revoir la politique du logement, 40 milliards qui ne fonctionne pas. Là aussi, on a le plus gros taux de dépenses dans la politique de logement de tout l'OCDE pour les résultats les plus minables. Et en fait, il y a tout un tas de politiques publiques qui dépensent des milliards d'euros sur lesquels il n'y a aucun suivi, aucune gestion. Mais avec ce que vous proposez, Jean-Philippe Tanguy, vous garantissez de façon certaine zéro dette? Zéro dette. Parce que la question, c'est ça. Zéro dette, monsieur, on ne va pas passer 3300 euros. Non, mais zéro dette. La question, c'est de savoir... On propose, est-ce que ça suffit? Nous, on rétablira les comptes et on respectera, et je reviens à ce que disait M. Sylvestre, les 3%, je pense. C'est en tout cas une proposition que j'ai faite à Marine Le Pen et Jordan Bardella, non pas pour faire plaisir à Bruxelles, parce que je n'en ai rien à faire de l'avis de la Commission européenne, mais parce que les marchés nous attendent. Et de toute façon, moi j'ai quelque chose à dire aux Français très simple. Compte tenu de l'agressivité du système contre le Rassemblement national, si on ne réussit pas notre coup, si je puis dire, et si on rétablit les comptes, on ne nous pardonnera pas et on ne nous donnera pas, on ne fera pas survivre le Rassemblement national comme ils ont fait survivre. Jean-Marc Sylvestre, ce que propose M. Tanguy, on ne peut pas échouer. Nous, on ne peut pas tenter le coup avec le Rassemblement national, parce que de toute façon, nous, on n'a pas le luxe d'échouer, contrairement aux autres. Jean-Marc, ce que propose à l'instant Jean-Philippe Tanguy, ça peut marcher? Ça peut suffire? Je ne pense pas que de se moquer de Bruxelles, comme vous le faites, participera à la mise en place d'un système de garantie et de confiance dans les marchés, notamment européens, qui sont à l'écoute également de Bruxelles. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux sur le marché qui pensent que une scission de l'Assemblée, même une démission du Premier ministre, un désordre, bloque la visibilité des chefs d'entreprise et aggrave encore la situation financière? Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque d'alimenter un krach financier? Je ne pense pas qu'il y aura de krach financier. Pourquoi vous dites que vous ne pensez pas qu'il y aura un krach financier? Parce qu'en fait, il s'est installé depuis le spread. Non. Si. Là, on est plus cher que les Allemands, c'est vrai. Non, mais le surcoût enregistré sur la dette française, il a commencé après les annonces de M. Le Maire qui a fait peur à tout le monde. Il n'a jamais baissé. Non. Il n'est jamais revenu. Si on peut vérifier, M. Sylvestre, je vous jure, il n'est jamais revenu au niveau d'avant la dissolution et s'est dégradé récemment. Ce qu'il faut, c'est que la France, et c'est vrai que ça, il faudra le dire aux Français s'il y avait une dissolution, faut enfin faire un choix.
Il faut Non, que il les faudra Français... leur dire la vérité sur les chiffres. Mais nous, on avait dit que ça coûtait... Vous reprenez... Ah, mais attendez, moi, Monsieur Sylvestre, aux élections législatives anticipées, j'ai dit sur tous les plateaux, et j'en ai fait beaucoup à ce moment-là, qu'il fallait trouver 100 milliards d'économies avant 2027. On est les seuls Vous partis n'avez pas dit politiques... quelles économies vous Mais avez si, je l'ai redit ici. Non. Mais si, vous faites plein d'économies, vous inquiétez pas, nous y arriverons. Les économies de cette nature ne peuvent provenir que d'une modification du mode de fonctionnement de l'administration. Oui, tout à fait. D'une remise à plat Tout des à fait. services publics. C'est ce que j'ai Avec expliqué. des incitateurs, avec des éléments de concurrence peut-être. Oui, Hein. mais ça, on est parfaitement d'accord. Mais, Ça, vous ne nous l'avez pas expliqué, vous ne l'avez pas donné. Si, on a tenté de l'expliquer, mais c'est vrai que parfois on fait des procès, des mauvaises intentions à l'Assemblée nationale. Mais nous allons le réexpliquer, mieux l'expliquer. Il faut progresser, il faut s'améliorer. Nous, on n'est pas comme M. Macron à se satisfaire d'avoir fait n'importe quoi. Donc, on va s'améliorer. On va essayer de présenter un contre-budget encore plus détaillé, d'améliorer nos propositions sur le système social français, sans doute sur la relance économique. On peut toujours s'améliorer. Mais je pense que nos adversaires sont très exigeants avec le Rassemblement national. Ils devraient être un peu plus exigeants sur eux-mêmes parce qu'ils sont quand même au pouvoir. Guillaume. Oui, un point de détail, mais Emmanuel Macron a présenté un effort supplémentaire en faveur de la défense, effort que vous avez soutenu dans ses grandes lignes. Cet effort, il sera inscrit dans le budget 2026. Mécaniquement, s'il y a une censure du gouvernement, le budget ne sera pas voté. Et donc, ce seront les crédits antérieurs qui seront reconduits. Donc, l'effort supplémentaire exigé par nos armées pour revenir à un point niveau ne pourra pas être réalisé non plus. Est-ce que vous prenez en compte aussi cet élément dans votre position sur ce futur budget? Oui, l'enjeu pour l'armée, c'est des équipements qui ne sont pas à un mois près, hein, malheureusement. Donc, je veux dire, s'il y a une censure, et si j'espère la censure, il y aura une dissolution, eh bien, il y aura des élections et on reprendra le cours des choses. Vous savez, la question si on a un porte-avions ou pas, si on a des frégates ou pas, si on a des équipements ou pas, c'est pas l'affaire de 3 mois. Alors d'ailleurs, personne ne l'a dit. Alors moi, je suis consterné. Monsieur Macron a accusé les oppositions de ne pas avoir fait ce qu'il voulait. Je rappelle que les manipulations comptables de M. Macron sur les budgets, c'est-à-dire la cavalerie budgétaire, le gel des crédits que ce gouvernement fait de plus en plus entre novembre et décembre pour truquer les comptes, ça a coûté 8 milliards d'euros à l'armée l'année dernière, vous pouvez vérifier. Je vous jure que j'ai bien vérifié mes chiffres. Donc ça a coûté 8 milliards d'euros, et ça c'est les manipulations comptables et le fait que ce gouvernement, pour maquiller les chiffres, fait de la cavalerie en permanence. Donc que M. Macron, une fois de plus, balaye